ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. Communiquer sa recherche, c'est très joyeux. Si un chercheur veut vulgariser, qu'est-ce qu'il a envie de transmettre déjà ? On ne peut pas aller chercher les gens sans y mettre de soi-même. Donc c'est réhabiliter quelque part l'émotion. Ah oui, ça c'est clair. Il y a des professionnels de la mise en récit. Et il faut faire confiance à ces professionnels, mais il faut une relation de confiance aussi. Oui, il y a la liberté, il y a la créativité, il y a la nouveauté. Mais il faut y aller à fond. Faut pas y aller avec une demi-marche, quoi. Moi, c'est Nathalie. Ça fait presque 20 ans que je travaille avec vous, les scientifiques, les académiques, pour faire découvrir vos recherches épatantes au grand public. Avec le temps, j'ai appris 3 choses. 1. Vous êtes passionné, passionnant et passionnante. 2. Vous avez autant envie de découvrir que de faire découvrir et de transmettre. Et 3. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, communicant, c'est un métier. Le mien en fait. Alors j'ai décidé de créer un guide pratique pour vous aider à franchir le pas de la médiation scientifique. Le guide est sorti aux éditions de l'Université de Bruxelles sous le titre « Communiquer la science au public, savoir partager ». Vous y trouverez des notions clés, les basiques, des techniques, des astuces, des exemples pour communiquer aisément et efficacement. Je voulais que ce guide soit ancré dans la réalité du terrain. Alors je suis allée à la rencontre de chercheurs, de chercheuses qui ont osé franchir le pas. Ils m'ont raconté leurs expériences, toujours inspirantes et parfois même un peu émouvantes. Parce que les sciences, c'est aussi des émotions. Bienvenue dans Savoir partager, le podcast qui met la science et les scientifiques en récit. Bon, je m'engage dans ce podcast, mais je dois vous avouer un truc. J'en ai jamais fait en fait. Du coup, pour lancer les hostilités, je me suis dit que j'allais aller voir quelqu'un qui avait justement de l'expérience sur le sujet. Alors, je suis Noémie Maugan, je travaille au laboratoire d'agroécologie de l'ULB. On est à La Plaine et je suis bio-ingénieure. Noémie a créé le podcast Le Pain Consomme avec sa collègue de l'Uliège, Lou Chaussebourg. Non, franchement, je l'aurais bien retrouvé tôt le matin dans une boulangerie à humer l'odeur de cuisson du pain. Mais en audio, ça donnait pas grand-chose. Alors, ma tartine à la confiture du matin avalée, je saute dans ma voiture, direction le studio du service com. C'est donc directionnel les micros là. Ok. Donc si je regarde ma feuille. Leur podcast est un bel outil de communication, mais pas seulement. Pour elle, c'est aussi devenu un outil de recherche. Mais avant que Noémie ne me raconte comment, j'ai besoin qu'elle m'explique un truc. En fait, c'est quoi l'agroécologie ? L'agroécologie, c'est à la fois un mouvement, c'est des pratiques et c'est aussi une science. Et ça vient de l'écologie, a priori. Et donc, notre laboratoire s'est vraiment positionné au niveau de ces études où on va aller au-delà, justement, de l'agronomie technique et on va réfléchir les processus aussi au niveau économique, humain. Et donc, c'est vraiment ce qu'on fait ici dans le podcast du pain qu'on sème. On s'intéresse non seulement aux verrous techniques de la filière, mais on va aussi regarder les enjeux socio-économiques, tout ce qui est lié, même politique. Voilà, on essaie de dézoomer et d'avoir une vision plus holistique des questions. Quand tu dis dézoomer, ça signifie quoi quand vous allez vous intéresser au pain, par exemple ? On va presque parler depuis le sol jusqu'à nos estomacs. Et donc, on va vraiment regarder donc la graine et puis jusqu'au pain. Parce que la filière céréales panifiables a ça de particulier, c'est que c'est une filière assez longue. Et donc, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup d'intervenants. Et nous, on essaye de cibler vraiment tous les enjeux ou les verrous qui surviennent depuis le sol jusqu'à nos estomacs. Depuis le sol jusqu'à nos estomacs. Noémie a le sens de la formule. Le titre de son podcast, Le Pain qu'on sème, c'est aussi très bon, je trouve. Bon, pas l'amour, sème avec un accent grave. Quoiqu'elle a quand même mis beaucoup d'amour et de passion dans ce projet. C'est un podcast qui va à la rencontre des acteurs et des actrices du pain en Belgique. La question qu'on pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de bon pain en Belgique ? Et on détricote en fait cette question à travers toutes les étapes de la filière. Quand tu dis bon pain, tu penses à quoi ? Alors, je pense surtout à un pain qui nourrit. On se rend compte de plus en plus que ce qu'on trouve ici, on peut parler de Bruxelles, mais on peut parler un peu
de partout en Belgique. C'est du pain, ce qu'on appelle du pain support, donc c'est plus du pain aliment, c'est plus un pain qui va nous donner les nutriments dont on a besoin pour mener une vie, une activité pleine. Le pain était vraiment la base d'une alimentation de qualité. Et en fait, on mangeait du pain, en tout cas dans nos régions, on en mangeait partout. Et c'était du pain qui était fabriqué ici, qui était fait ici avec des céréales qui avaient poussé ici. Et donc, on essaie de comprendre comment ça se fait qu'on a perdu, en fait, avec cette période d'industrialisation depuis les années 50, ou un peu plus tôt même, pour la meunerie. En tout cas, on se rend compte qu'on a perdu, en fait, ce lien avec un pain qui nourrit vraiment les gens. Oh là là, je repense à ma tartine industrielle de ce matin très différemment. Qu'est-ce qu'il y avait comme céréales dedans? D'où venait-elle? Cette tartine m'a-t-elle seulement nourrie? Bref, je reprends le fil et je demande à Noémie comment elle mène ses recherches scientifiques et pourquoi elle a choisi de détourner un outil de communication, le podcast, en support pour ses recherches. Donc on va vraiment sur le terrain, à la rencontre des meuniers, meunières, des boulangers, boulangères et des agriculteurs et des agricultrices, et aussi des consommatrices ou des mangeurs, mangeuses, comme on préfère les appeler, de pain. Et voilà, pour découvrir leur quotidien, pour vraiment en fait s'ancrer de manière très concrète dans les enjeux de cette filière. Et pour ça, le podcast, c'est un outil assez génial. Le podcast permet une expérience sensible, en fait. C'est-à-dire qu'on va comprendre un sujet, pas seulement à travers une démonstration logique, telle qu'on pourrait l'avoir dans un article scientifique, mais on va vraiment ressentir les choses, on va vivre, on va aller à la rencontre des acteurs, on va pouvoir dérouler aussi un narratif, ce qui est pas encore souvent le cas dans des écrits, et c'est pas vraiment ça qu'on recherche non plus dans des écrits objectifs scientifiques. On dirait ici, on va user de la subjectivité pour dérouler un fil rouge qui nous amène depuis une question vers des sources ou des potentielles réponses, des potentielles solutions d'innovation, mais sur le terrain. Donc, si je comprends bien, elles ont analysé et choisi le médium du podcast en toute connaissance de cause, parce qu'il leur permettait d'offrir une expérience sensible qui fait ressentir les choses pour mieux comprendre les problématiques au travers d'une subjectivité racontée. Voilà les termes que je n'entends pas souvent associés à la recherche scientifique. Et pourtant, dans le travail de Noémie Deloup, ils semblent avoir tout leur sens et toute leur place. Parce qu'en fait, elles n'ont pas seulement voulu poser des constats et faire des démonstrations théoriques. Ce qu'elles ont voulu, c'est que leur travail de recherche soit un outil pour l'évolution du secteur qu'elles étaient en train d'étudier. En tant que chercheuse, nous, on s'est demandé comment on pouvait contribuer, en fait, à cette relocalisation des filières. Et on s'est dit que le podcast était un outil non pas seulement pour faire circuler ces savoirs, mais vraiment pour renforcer la communauté de savoir. Nous, on avait cette envie d'aller concrètement sur le terrain. Je pense ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Et donc une recherche-action, ça demande de vouloir y mettre du temps aussi. On a besoin de cette action et de ce contact en fait avec les acteurs pour nous guider, pour vérifier en fait que la question qu'on aborde ou les manières dont on aborde les questions qui nous sont chères sont les bonnes. Et donc non seulement on va bien sûr aller à la rencontre des acteurs, récolter leurs témoignages, mais en fait on va aussi leur demander de réfléchir avec nous les questions. Le podcast est pour nous un outil de recherche-action participative. C'est pas seulement un outil de vulgarisation. Et on s'est vraiment posé cette question, comment on peut être dans une recherche-action sans, quelque part, avoir le pouvoir de rémunérer les acteurs pour une co-création de recherche avec nous, quelque part. Et donc, voilà, d'où est venue la question, quel impact, nous, en tant que chercheuses, avec notre petit budget de fonctionnement, on peut avoir sur la communauté, ne pas venir comme une énième équipe de recherche qui vient extraire du savoir. Comment est-ce qu'on peut continuer aussi, eux, à nourrir leurs réflexions et aussi les mettre en lumière? Franchement, c'est une démarche plutôt originale. D'habitude, le scientifique médiateur, il mène sa recherche dans son coin et seulement après, il communique sur ses résultats au grand public. Avec Noémie, le podcast est l'outil de recherche.
Un peu comme une biologiste utilise un microscope, sauf qu'ici, la communauté vient déposer ses échantillons sur la lame du microscope. Noémie co-construit les savoirs et co-construit carrément les épisodes. Comme avec Fazia Smel, boulangère, qui a co-créé l'épisode 4, dont je ne résiste pas à vous faire écouter un extrait. La raison d'être de mon projet, c'était de rendre hommage à mon grand-père à travers le pain. C'était de faire un pain nourricier, aussi nourricier que l'amour que j'ai reçu de lui. Quand j'ai commencé à maîtriser la panification, les variétés anciennes, comment faire un pain en levain avec ces variétés-là, la question de la qualité de la farine, du levain est venue tout de suite. Qu'est-ce qui est bon dans ces graines, en fait ? Qu'est-ce qui est bon pour ma santé et la santé des autres ? Qu'est-ce qui nous nourrit, en fait, quand on mange, qui est bon pour nos cellules, qui nourrit vraiment notre corps. Et si on veut encore aller plus loin, qu'est-ce qui nourrit notre corps et qu'est-ce qui nourrit notre esprit ? Quand j'entends ça, je me dis qu'elle a fait du chemin la médiation scientifique en quelques décennies. Et là, je vous fais ma minute, le saviez-vous ? Vous êtes prêts ? Au XIXe siècle, en Europe, des musées d'histoire naturelle, des jardins des plantes voient le jour. Des revues de vulgarisation scientifique aussi, la science sur son piédestal est montrée au vulgus, le peuple. Le XXe siècle se veut âge d'or de la science et de la technologie. Partager la science devient impératif, voire stratégique, et se professionnalise. La science découvre, l'industrie applique, l'homme se conforme. Ça, c'était le slogan de l'exposition universelle de Chicago en 1933. Mais les crises économiques, politiques, sociales vont balayer ce ton triomphaliste. L'Internet va aussi passer par là. L'accès au savoir se démocratise. La communication évolue vers l'interactivité. La culture du débat s'installe. Le vulgarisateur, le démonstrateur, le journaliste ne sont plus les seuls à expliquer la science. Experts, expertes, citoyens, citoyennes, médiateurs, médiatrices scientifiques prennent la parole. Le terme même de vulgarisation a perdu de son prestige. Désormais, on préfère parler de médiation scientifique, un dialogue avec des publics qui à la fois adhèrent à la science et en sont critiques, pour reprendre les termes de Bernard Skill, professeur à l'Université du Québec à Montréal. Aujourd'hui, la médiation scientifique montre la science qui se fait, avec ses incertitudes et ses controverses. Elle vise à susciter la réflexion et l'esprit critique. Mais Noémie pousse le bouchon encore plus loin en intégrant recherche participative et médiation scientifique. Grâce au podcast, elle a pu donner une place aux boulangers, boulangères, meuniers, meunières, producteurs, productrices et ensemble, ils ont construit des savoirs partagés. Concrètement, comment s'est déroulée la mise en route de ce projet ? Le petit déclic, c'est pour l'anecdote, en fait, c'est un maraîcher avec lequel moi j'ai travaillé dans des projets précédents qui travaille en écoutant des podcasts. Parce que voilà, lui, il est dans son rythme, c'est presque méditatif pour lui. Quand il travaille au champ, il écoute des podcasts sur le maraîchage ou toute autre chose. Et donc moi, je me suis demandé, mais tiens, ces acteurs qui ont en fait assez peu de temps, des boulangers, on connaît les horaires, on connaît les réalités du travail. Qu'est-ce qui est accessible pour eux ? On suppose qu'ils vont pas aller potasser des articles scientifiques. Et donc, comment on peut toucher ce public qui était en fait notre public cible ? C'était les acteurs eux-mêmes. Comment on peut les intéresser finalement à interagir avec nous et à réfléchir un peu, à nous livrer leurs pistes de solutions. Public cible. Ça y est. Le mot est lâché. Retenez-le bien. Je vais vous en parler en long, en large et en travers dans un autre épisode tout aussi passionnant. Et donc finalement, on est tombé sur cette idée du podcast qui nous paraissait, au-delà d'être quelque chose de très populaire, aussi quelque chose de très ludique. On allait pouvoir insérer des musiques, un jingle, des choses attrayantes. Et puis on allait pouvoir écouter aussi une pluralité de voix. Mais bon, c'est pas tout d'avoir une bonne idée. Encore faut-il la concrétiser. Et ça, Noémie et Lou, elles vont l'apprendre à la dure. Parce qu'écrire un article scientifique, ce n'est pas créer un podcast.
On s'est dit, on va se baser en fait sur la première année de recherche exploratoire. C'est souvent comme ça, hein, quand on fait une recherche en sciences sociales, on va à la rencontre des acteurs et on fait des interviews relativement longues, approfondies, pour essayer en fait de cibler et recibler nos questions de recherche. Et on avait énormément de matière du coup de ces interviews, hein, 1 an de rencontres un peu partout en Belgique. Et on s'est dit, tiens, on va exploiter ça. Et bon, très vite, on s'est rendu compte déjà que la qualité de nos entretiens n'était pas terrible. Heureusement, l'avantage d'être chercheuse, c'est qu'on ne se laisse pas décourager par une expérience insatisfaisante. D'abord, on analyse les résultats pour en tirer des conclusions. Le podcast fonctionne différemment d'un article de recherche scientifique, en ce sens qu'on ne va pas chercher l'exhaustivité, on va se focaliser sur le narratif. Et puis, quand on a formulé une nouvelle hypothèse, on recommence. On se donne un premier épisode pour essayer, voir si ça nous convient, voir aussi si nous, on est à la hauteur, parce qu'on n'est pas du tout des professionnels du podcast. Et du coup, on s'est dit, voilà, un épisode, quelque part un peu martyr. Et si vous écoutez notre série, vous verrez que le premier épisode, c'est l'épisode un peu plus difficile à suivre, peut-être. On s'est amélioré par la suite. Et en fait, ce qui nous a conforté, c'est que on a pu faire cette espèce de boucle que la recherche-action participative propose, en tout cas en théorie. Ici, on a pu la vivre vraiment concrètement parce qu'on a reçu des quantités de réponses après la sortie de ce premier épisode. On a fait notamment ce qu'on a appelé une écoute collective. Donc on s'est réunis, on a invité les acteurs et toute personne voulant s'intéresser au sujet dans un café, dans le cadre du festival Nourrir Bruxelles. Et on a invité les personnes à échanger autour de ce premier épisode. On avait choisi des extraits et on avait un panel d'experts, c'est-à-dire de boulangers, de boulangères. Il y avait même des acteurs publics, des scientifiques aussi. Et là, on a eu vraiment une salle comble et on a vraiment eu la sensation là que quelque chose se passait. Cet épisode donne les bases en fait pour un débat qui peut être encore continué, qui peut être mobilisé par les acteurs eux-mêmes. On s'est lancé dans des nouvelles interviews à ce moment-là, vraiment équipés du matériel nécessaire, etc. Avec des questions aussi beaucoup plus ciblées pour les intervenants et aussi une attention à l'ambiance musicale, l'ambiance sonore. Tiens, comment c'est dans une boulangerie ? Qu'est-ce qui s'entend dans une meunerie, quand on va au champ, qu'on passe sa main dans les blés, quelles sensations ça fait, quels sons ça génère, et quelles ambiances aussi génèrent ces sons pour nous. Voilà quelques super bonnes pratiques que je m'empresse de noter. Pensez à l'expérience sonore qu'on veut créer. C'est vrai, on ne mène pas un entretien de recherche de la même manière qu'un entretien pour un podcast de 20 minutes. Au-delà de la qualité du son, un podcast, c'est une narration sonore. Il faut lui donner une couleur, faire passer des émotions. Toutes ces notions, je les explique plus précisément dans le livre, justement. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous savez quoi faire. Quand j'ai écouté ton podcast, ça m'a vraiment étonnée de voir aussi la diversité des formats. Il y a de l'interview, il y a du commentaire, il y a même, je sais plus, c'est Zola ou Balzac, j'hésite, lequel est cité. Oui, Zola. Donc c'est du Zola qui est cité. Donc il y a vraiment des contenus qu'on a l'impression que vous êtes allé piocher vraiment dans plein d'univers différents. C'était volontaire de créer cette diversité auditive ? On a été très inspirés par 2 types de podcasts qui étaient le cœur sur la table et un podcast à soi. Et donc c'est vraiment comme je l'expliquais, des interviews où on va pas suivre un seul acteur, mais en fait on va poser une question, on va explorer une thématique et on va avoir des témoignages ancrés dans le réel, avec parfois des moments de respiration plus poétiques, où on peut un peu s'arrêter, se demander, tiens, ok, je viens d'avoir 20 minutes d'informations très denses, de contenu. Comment je me sens en fait avec ça ? Qu'est-ce que ça me génère comme émotion ? Le podcast, il s'adresse a priori à la communauté, mais
Ma voisine l'écoute, ma maman l'écoute aussi. Donc il faut que ces thématiques puissent être comprises et entendues par tout un chacun. Et puis on a en toile de fond, on a aussi une envie ou un agenda caché, on peut le dire comme ça, que finalement cette question revienne un peu au devant de la scène politique. Et donc il faut que quelque part on puisse donner une première entrée documentée pour que les personnes puissent s'emparer en fait de ces questions, mais de manière nuancée. Trouver des inspirations avant de se lancer et finalement aussi se demander ce qu'on veut que la personne à qui on s'adresse retire de ce moment passé ensemble. Notre public cible, quoi. Voilà d'autres bons conseils que j'écris noir sur blanc. Ma dernière question pour Noémie, elle interroge finalement le fondement de sa démarche. Est-ce qu'allier communication, storytelling, public cible et rigueur scientifique, c'est vraiment possible ? Et qu'est-ce que ça lui a apporté ? C'était au départ un pari et en fait ça a vraiment très bien fonctionné. Et après le premier épisode déjà on pouvait avoir des retours alors que souvent on ne voit le fruit d'une recherche souvent qu'au terme des 4 ans quand on présente la thèse ou qu'on présente le rapport conclusif de la recherche. Ce qui fait qu'on a pu vivre cette interaction de manière beaucoup plus intense et renourrir, faire cette boucle d'itération plusieurs fois, en plus sur différentes thématiques. Donc c'était vraiment un foisonnement très très riche. Utiliser le podcast en tant que chercheuse, ça génère des émotions aussi pour les chercheuses en question. On se retrouve souvent dans le contexte froid, disons, de la recherche face à des frustrations. Et souvent aussi le fait de peut-être parfois travailler sans savoir très bien comment finalement les résultats qu'on met tellement d'énergie à produire sont perçus, sont ressentis, sont entendus. Je pense que le fondement même d'un article scientifique, c'est de communiquer avec des pairs et de pouvoir entrer justement dans un débat aussi de fond. Et le podcast permet ça, alors avec des acteurs de recherche, mais aussi et surtout avec des praticiens de terrain. En tout cas, celui qu'on a conçu, c'est ça qui le permet. Communiquer sa recherche, c'est très joyeux, en fait. Ça génère beaucoup de la satisfaction, mais en tout cas, moi, je pense qu'on se sent plus vivante parce qu'on est en contact et en interaction avec soit les sujets de notre recherche, soit les personnes qui peuvent s'y intéresser. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais c'est aussi une occasion, je pense, de réfléchir les thématiques différemment. Donc en fait, je pense que c'est ça que les chercheurs et les chercheuses aiment, c'est quelque part changer d'optique quand il s'agit d'approfondir une question, regarder les choses différemment, voilà, contribuer d'une autre manière finalement à des questions de société. Communiquer sa recherche, c'est très joyeux. Je crois que c'est un beau mot de la fin pour ce premier épisode. Et aucun des scientifiques qu'on va découvrir dans les épisodes suivants ne dira le contraire. Si vous souhaitez écouter Le Pain qu'on somme, il est disponible sur ULB Podcast. Et vous y retrouvez bien sûr tous les épisodes de Savoir Partager. Pour le guide, par contre, rendez-vous sur le site web des éditions de l'Université de Bruxelles ou simplement vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse com.recherche@ulb.be. Vous venez d'écouter l'épisode 1 de Savoir Partager, un podcast de l'ULB disponible dans toutes les applications podcast. ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles.